Bonjour chers élèves, voilà on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle séance. Aujourd'hui je vous propose une étude de texte d'un sujet que j'ai proposé à mes élèves lors de la composition du premier trimestre, la composition numéro 1 du premier trimestre. Là je vous propose le texte, regardez avec moi le texte, suivez bien sur votre écran. Voilà le titre de ce texte, un patrimoine culturel à l'abandon. La fantasia, aussi connue sous le nom de El-Baroud, fait partie du patrimoine culturel algérien. Elle consiste à une démonstration équestre de cavaliers qui sont habillés de tenues colorées et celle des chevaux décorés de manière élaborée pour donner une allure fantastique au spectacle, chargeant au galop munis de fusils qui s'arrêtent brusquement sur une même ligne pour tirer en l'air. D'abord, la fantasia est un sport équestre inspiré de la chasse et de la guerre, souvent pratiqué lors de la célébration religieuse, telles que les mariages et les festivals. Ensuite, elle est un rythme à la gloire des cavaliers qui symbolise la virtuosité de ces guerriers, qui reproduit les glorieux assauts de la tactique militaire arabe et berbère. Enfin, ces spectacles folkloriques sont souvent accompagnés d'un dîner animé par des poètes, des groupes de musique traditionnels ou même des cracheurs de feu. Une ambiance de mille et une nuits très amusante. Ces spectacles aujourd'hui sont encore plus qu'un folklore, une manière de domestiquer la violence, de dire aussi la fierté d'une appartenance. Voilà, ça c'est le texte. Bien. Là, c'est un texte qu'on a vu lors de la composition, j'ai dit de la première composition du premier trimestre. Et là, je vous propose les questions. Bien sûr, on va commencer par les questions de compréhension sur le texte. Bien sûr, nous, on a lu le texte qu'une fois. Mais vous, bien sûr, lors du devoir de la composition et bien sûr lors de l'examen, vous lisez le texte pas qu'une seule fois. J'arrête pas de le dire. Je dis plusieurs fois, au moins 3 fois, pour pouvoir répondre aux questions. Bien, la première question est: de quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi parle-t-on? C'est-à-dire, je cherche quoi? Quand je dis de quoi parle-t-on, on peut poser la question d'une autre manière. Quel est le thème du texte? Quel est le sujet du texte? De quoi parle le texte? On cherche le thème, on cherche le sujet. Alors, d'après vous, je dis toujours, quand on cherche le thème, je fais attention à quoi? Le thème, c'est toujours un mot qui se répète. C'est un mot qui se répète. C'est là pour dire que là, c'est le sujet de quoi on parle dans ce texte. Alors, bien sûr, le premier mot qui nous paraît, qui se répète souvent dans ce texte, c'est le mot fantasia. Donc, le texte parle du fantasia. Et bien sûr, fantasia, c'est quoi? C'est le nom qui est connu de Baroud. Bien sûr, c'est un mot arabe. La deuxième question, choisis la bonne réponse. Alors là c'est un choix multiple. Vous avez A et B. Alors dans ce texte, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que l'auteur il décrit, ou bien il raconte, ou bien il informe? Et là on cherche quoi exactement? On cherche le type de texte. L'auteur, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Est-ce qu'il décrit, c'est-à-dire est-ce que c'est un texte descriptif? Est-ce que l'auteur raconte, c'est-à-dire est-ce que c'est un texte narratif? Ou bien est-ce que l'auteur informe, c'est-à-dire un texte informatif? Alors, d'après vous, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il nous décrit? Est-ce qu'il nous raconte ici? Ou bien est-ce qu'il nous informe? Bien sûr, ici, la réponse, j'imagine que vous l'avez trouvé, c'est un texte informatif. Donc, là, l'auteur nous donne des informations. Maintenant, de quel patrimoine s'agit-il? Est-ce que c'est un patrimoine historique, il parle d'une histoire, ou bien c'est un patrimoine culturel, ou bien c'est un patrimoine ancestral, c'est-à-dire très ancien, des siècles anciens.
Bien, ici, le mot est bien clair. Il y a le mot qui est donné déjà dans le texte. Alors, c'est quel patrimoine? C'est un patrimoine culturel. Bien. On passe à la question suivante. Combien d'arguments l'auteur utilise-t-il pour étayer sa thèse? On va d'abord travailler un petit peu sur ce texte-là pour répondre à cette question. Là, l'auteur, bien sûr, nous dit nous donne d'abord le thème de Fantasia. Bien sûr aussi, il donne son point de vue, sa thèse, son opinion sur Fantasia. Et après, il va appuyer sa thèse par des arguments. Et là, la question est posée sur combien d'arguments l'auteur se base-t-il. Alors, on va d'abord procéder par le découpage de ce texte en fragments, ou bien en paragraphes, ou bien en parties. Il y a combien de parties dans ce texte? Il y en a bien sûr 3 parties. La première partie qui est l'introduction, et la deuxième partie, les arguments, et bien sûr, le texte se termine par une conclusion. Regardons la première partie. La première partie qui commence par la Fantasia. Et d'après vous, se termine où la première partie? C'est tout juste avant le mot d'abord. D'abord qui introduit la partie du développement, la partie des arguments. Bien, qu'est-ce que l'auteur nous donne dans la première partie? Alors, il nous donne le thème et après il expose sa thèse. On va relire l'introduction pour en trouver la thèse. Qu'est-ce qu'il pense l'auteur du Fantasia? Alors la Fantasia, aussi connue sous le nom de El Baroud, fait partie du patrimoine culturel algérien. Elle qui remplace le nom la Fantasia. Elle consiste à une démonstration équestre. Équestre, ça vient du mot cheval. Équestre de cavaliers qui sont habillés. Des cavaliers, c'est des hommes qui montent des chevaux, si vous voulez, qui sont habillés de tenues colorées. Ça, c'est les cavaliers, les hommes sur les chevaux, qui sont habillés de tenues colorées. Et selles, les selles, c'est ce qu'on pose sur le cheval, sur le dos du cheval, pour que le cavalier puisse y monter. Alors, les selles de chevaux décorées de manière élaborée pour donner une allure fantastique au spectacle, chargeant au galop, munis de fusils qui s'arrêtent brusquement sur une même ligne pour tirer en l'air. Alors là, l'auteur, il nous donne cette partie-là du texte et il nous donne son point de vue. Il nous donne, si vous voulez, des informations, puisqu'on a dit c'est un texte informatif. Alors là, il nous donne son point de vue sur la Fantasia. Alors il nous dit quoi? Qui fait partie du patrimoine culturel algérien. Et après, il nous donne des informations. Et c'est quoi ce patrimoine-là? C'est quoi cette Fantasia-là? C'est une démonstration. Et là, il nous donne, si vous voulez, il donne une définition, il nous explique exactement qu'est-ce que c'est que Fantasia. Alors, on peut dire que toute la partie, la première partie de ce texte, ou bien cette introduction qui est la thèse, ou bien on peut prendre juste la première partie et on dit là, c'est la thèse. Bien. Alors, maintenant, l'auteur a utilisé combien d'arguments pour appuyer sa thèse? Alors, il a utilisé 3 arguments. Comment on peut les trouver? C'est à travers les connecteurs. Alors, il y a d'abord, ensuite et enfin. Et enfin, c'est pour annoncer le dernier argument. Donc, il y en a combien? Il y en a 3 arguments. Et j'ai même ajouté les arguments d'où commence et d'où se terminent les arguments. Alors, le premier argument commence de d'abord jusqu'à les festivals, la deuxième de ensuite jusqu'à arabe et berbère, et le troisième argument de enfin jusqu'à une nuit très amusante. Bien, on passe à la 4e question, le vrai-faux. Alors, le vrai-faux, c'est toujours une question qui apparaît sur tous les sujets du BEM. Donc, préparez-vous à une question pareille. Mais là,
je répète toujours, il faut faire attention aux questions du vrai-faux, parce qu'il y a toujours des pièges, parce qu'il y a toujours des mots qui vous paraissent la même chose que le texte, mais peut-être il y a un mot qui est le contraire, qui peut changer le sens de la phrase. Donc faites très attention avec le vrai-faux. Alors, Fantasia est une chasse. Voilà une première phrase. Est-ce que c'est vrai que Fantasia est une chasse? On va chercher le texte dans le texte de la phrase. Où je trouve cette phrase, où on a expliqué, l'auteur nous a expliqué, ou bien parle exactement de cette idée dans le texte, c'est dans le premier argument. Regardez, d'abord, la Fantasia est un sport équestre, inspiré de la chasse et de la guerre, souvent pratiqué lors de la célébration religieuse, telles que les mariages et les festivals. Est-ce que le sens de ce paragraphe ou bien de cette phrase veut dire la même chose que Fantasia est une chasse? Est-ce que c'est une chasse? Est-ce que Fantasia font de la chasse? Bien sûr que non. Alors là, elle est inspirée de la chasse. Quand les hommes aillent faire de la chasse, bien sûr, ils utilisent des chevaux pour aller courir après les gibiers et la chasse qu'ils veulent avoir. Mais là, est-ce que c'est Fantasia et l'idée? L'idée, c'est la même, mais est-ce que c'est la même chose? Non. Bien sûr que là, l'idée est inspirée de la chasse, bien sûr. La deuxième, donc là, est-ce que c'est vrai ou bien faux? Non, c'est faux. La deuxième, des chanteurs et des poètes animent ce spectacle. C'est vrai ou bien c'est faux? On va chercher où on explique tout ça dans la phrase le troisième argument, c'est-à-dire là où il y a enfin. Alors enfin, ces spectacles folkloriques sont souvent accompagnés d'un dîner animé par des poètes, des groupes de musique traditionnelle et même des cracheurs de feu. Une ambiance de mille et une nuits très amusante, c'est-à-dire qu'il y a des poètes et il y a des groupes de musique, c'est-à-dire des chanteurs. Donc là, c'est vrai. Les cavaliers sont munis de fusils. Est-ce que c'est vrai? On va chercher la phrase. Vous allez trouver dans le premier paragraphe. Regardez la dernière phrase, ou bien la dernière partie du premier paragraphe. On va dire une allure fantastique au spectacle chargeant au galop muni de fusils qui s'arrêtent brusquement sur une même ligne pour tirer en l'air. Donc l'idée est la même, donc c'est vrai. Donc ils sont munis de fusils. Donc c'est faux, vrai et vrai. On passe à la question suivante, la question numéro 5. On relève un exemple du texte. Comment je peux trouver un exemple dans le texte? Il y a des connecteurs, il y a des expressions qui nous introduisent un exemple. Quels sont ces signes? Il y a d'abord les deux points. Après les deux points, il y a un exemple. Il y a les mots comme, par exemple, tel que. Tout ça, c'est des mots qui introduisent un exemple. Alors, on va chercher ça dans le texte. Alors, il y a un premier exemple dans le premier argument, tel que les mariages et les festivals. Voilà. Bien, on passe à la question suivante. Allez, on donne une allure donner une allure jusqu'à fusil. Ça y est, alors cette phrase-là, le mot souligné veut dire quoi? Muni veut dire quoi? Les cavaliers sont munis par des fusils. C'est-à-dire quoi? Munis privés, ou bien équipés, ou bien vêtus. Privés, c'est-à-dire ils n'en ont pas. Ils sont privés de sortir. Je dis les enfants sont privés de sortir, c'est-à-dire ils sont interdits de sortir. Est-ce que là le sens est le même? Non. On va passer à vêtu. Vêtu, je dis les enfants ou bien les élèves rentrent en classe vêtus de tablier. C'est-à-dire, tablier est un vêtement, donc ça vient du mot vêtement. Il nous reste le mot équipé.
Hein, vient d'un équipement. Alors c'est comme si le fusil est un équipement qui accompagne les cavaliers. Donc le mot muni veut dire équipé. Bien, on relève du texte deux mots ou expressions qui renvoient au mot cavalier. Là, c'est-à-dire on cherche quoi? On cherche le champ lexical. Toujours on a dit le champ lexical de cavalier. Et dans le texte, tout le texte est un champ lexical du cavalier Alors on peut donner quelques mots ou bien des expressions. On peut dire celle des chevaux, galop, fusil, équestre. Et il y en a aussi plein d'autres. Fantasia aussi, on peut le dire. Hein. Bien. Question suivante. Quelle est la nature de la proposition soulignée dans la phrase suivante? Alors là, la proposition qui est soulignée, c'est que les gens pratiquent pendant les mariages. Alors, quelle est la nature de cette proposition? On va voir d'abord. Cette proposition commence par quoi? Toujours, il faut se poser la question sur le connecteur. Où est le connecteur ici? Que. Et que ici, il a deux fonctions. Toujours, je le dis et je le répète. Le que, il a deux fonctions. Est-ce que c'est un que pronom relatif ou bien un que, une conjonction de subordination? Alors, si c'est un pronom relatif, le pronom relatif est toujours précédé, est toujours placé après un nom. Comment je reconnais le pronom relatif que? Quand il y a avant ce que, il y a un nom. Comment je reconnais le que, la conjonction? C'est quand il est placé après un verbe. Alors là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je regarde ce que et je regarde qu'est-ce qu'il y a avant. Il y a un sport. Et un sport, quelle est la nature de ce mot? C'est un nom. Donc ce que, c'est un pronom relatif. Donc cette proposition, c'est quoi? C'est une proposition subordonnée relative. Voyez? Le que. Et avant le que, il y a sport. Sport est un antécédent. Le que ici, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient éviter la répétition du mot sport. Donc sport, c'est un antécédent. Et pour éviter la répétition de cet antécédent, on a utilisé le que. Donc le que, c'est un pronom relatif. Et la proposition qui est introduite par ce pronom relatif, on l'appelle une proposition subordonnée relative. Bien. La 9e question. Le spectacle est amusant parce qu'il est accompagné de poètes. Quel est le rapport exprimé? Quand je dis le rapport exprimé, comment je vais déterminer le rapport exprimé dans une phrase? Toujours, je cherche quoi? Le connecteur utilisé. Où est le connecteur ici? Ici, c'est une phrase complexe. On a utilisé quel connecteur? Parce que. Le connecteur parce que exprime quel rapport? Pourquoi on utilise parce que? C'est pour donner une raison, pour donner une cause. Donc parce que est un connecteur qui exprime la cause. Et le rapport exprimé, c'est le rapport de cause. Maintenant, quand on vous pose la question, exprime ce même rapport d'une autre manière. Le même rapport, c'est le rapport de cause. Comment je peux exprimer, quand vous avez une question pareille, exprimer ce même rapport d'une autre manière, d'une autre façon? C'est-à-dire quoi? Vous allez juste prendre le connecteur et le remplacer par un autre du même rapport. Parce que, il y a d'autres qui peuvent remplacer parce que. Oui? Quel est le connecteur qui peut remplacer parce que? Comme, puisque, car. En effet, quand c'est un coordonnant comme le car. Alors, on peut utiliser car, conjonction de coordination. À la place de car, je peux dire puisque. Le spectacle est amusant car il est accompagné de poètes. Le spectacle est amusant puisqu'il est accompagné de poètes. On peut dire comme. Mais là, si je dis comme est toujours placé, j'ai dit au début. Comme est toujours placé au début. Alors, toute la proposition se place au début de la phrase. Alors, je dis comme il. C'est quoi le il? Le spectacle. Donc, je ne peux pas dire comme il. Je dis comme le spectacle est accompagné de poètes, virgule, il est amusant.
faites attention. Si on vous pose la question, on vous dit remplace parce que par comme. Là, il y a un piège. Il faut faire attention. C'est toute la proposition subordonnée qui va se déplacer et qui va se mettre au début de la phrase. Toute la proposition. On remplace car par comme et je dis comme le spectacle est accompagné de poètes, virgule, le spectacle, il est amusant. Il est amusant pour ne pas répéter. On enchaîne avec la question numéro 10 de conjugaison. Alors là, vous avez une phrase. Et là, il faut faire attention aussi. Là, c'est une phrase, là, on vous pose la question. Mets les verbes de la phrase suivante au temps et en mode qui conviennent. Là, pourquoi je vous dis il faut faire attention? Parce que là, on vous a précisé que là, il y a une phrase avec deux verbes. Et on vous dit que là, deux verbes qui vont être conjugués à des temps et à des modes différents. Donc, il faut faire attention. J'ai dit que pour conjuguer un verbe, un temps ou un mode précis, il y a quelque chose qui va nous guider. Il y a un indicateur dans cette phrase qui va nous dire quel est le temps qu'on va employer, quel est le mode qu'on va utiliser. Donc, vous voyez, la phrase contient quoi? Regardez, je suis persuadée que ce spectacle, le verbe être. Le verbe être va être conjugué à quel temps et à quel mode? Vous allez me dire quoi? Quelle est la chose qui va nous guider? À quel temps et à quel mode? Je regarde avant. Il y a le que, et avant le que, il y a je suis persuadée. Je suis persuadée est un verbe qui exprime une opinion. Ça y est? Et quand on a un verbe qui exprime une opinion, le verbe qui vient après se met en mode indicatif. Ça y est? Le premier verbe de la proposition principale exprime une opinion, donc le verbe qui vient après se met en mode indicatif. C'est-à-dire, je dis je suis persuadée que ce spectacle est au présent. Présent du mode indicatif. On peut dire le futur, et là c'est aussi correct. Je suis persuadée que ce spectacle sera fantastique, et là c'est aussi juste. Je peux dire aussi à l'imparfait, oui, je suis persuadée que ce spectacle était fantastique. L'essentiel c'est qu'on garde le temps, le mode indicatif. Alors le plus correct c'est de dire ce spectacle, je suis persuadée que ce spectacle est fantastique. Mais je doute. Voilà, qu'est-ce qui a changé ici? Le verbe de la proposition principale. Le premier était je suis persuadée, c'est un verbe d'opinion. Mais là, je doute. C'est un verbe qui exprime quoi? Le doute. Je ne suis pas sûre, j'ai un doute. Et quand il y a un verbe qui exprime le doute, le verbe qui vient tout juste après, c'est-à-dire le verbe faire, va être conjugué à quel temps? Au présent du subjonctif. Bien. Alors, le verbe au présent du subjonctif, le verbe faire, on va dire quoi? On dit je suis persuadée que ce spectacle est fantastique, mais je doute qu'il fasse plaisir à tous. Ça y est, le verbe faire au subjonctif, on dit que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez et qu'il fasse avec S-E-N-T. Et attendez-vous à des questions pareilles au BEM. Préparez-vous à ces questions-là. Allez, on enchaîne avec la production écrite. Alors toujours pour la production écrite, la question est généralement posée sur le même thème que le texte. Ici, il y a un patrimoine culturel. On peut vous poser la question de parler dans la situation d'intégration sur un autre patrimoine. Un patrimoine culinaire, un patrimoine artistique, un patrimoine vestimentaire. Taillé. Vous pouvez parler de la robe kabyle. Vous pouvez parler des bijoux en argent.
on peut parler du kelku, par exemple, quand c'est vestimentaire, ou bien on peut parler d'un patrimoine culinaire, c'est-à-dire d'un plat qui est très connu ici en Algérie, par exemple le couscous. Et là, vous parlez, vous donnez des informations et on parle et on peut même donner des informations sur ce patrimoine. Et là, vous allez vous inspirer du texte, c'est-à-dire suivre les mêmes idées du texte, parler dans l'introduction, d'exposer clairement le patrimoine dont vous voulez parler, et après vous donnez quelques arguments, 2 à 3 arguments, et terminer par une conclusion. Bien, voilà, on vient d'étudier un texte, un exemple d'un texte qu'on peut trouver lors du BEM. Et attendez-vous à un sujet pareil peut-être, hein, vous pouvez avoir un sujet qui parle du patrimoine culturel ou bien culinaire ou bien autre lors de l'examen du BEM. J'espère que j'étais bien claire lors de l'explication de ce sujet. Je vous dis au revoir dans l'espérance de vous revoir la prochaine séance, Inch'Allah.